Julien est rentré de mission, persuadé qu'il trouverait enfin la paix. Mais son monde s'est effondré à l'instant même où il a poussé la porte de chez lui. Par terre, dans la cuisine, sa fille de 6 ans mangeait des croquettes pour chien, en silence, sans larmes, sans peur. Quand il lui a demandé pourquoi elle était seule, la réponse fut un murmure qui lui brisa le cœur. Parce que personne n'est venu, il avait survécu à la guerre. Mais rien ne l'avait préparé à cela. Ceci est l'histoire d'un homme qui est revenu et qui a découvert qu'il était parti bien trop longtemps. Le soleil n'était pas encore tout à fait levé quand Julien a tourné la clé dans la serrure. Après presque 8 mois d'absence, il ne rêvait que d'une douche chaude et de voir sa fille dormir. Mais la maison était sombre, l'air confiné, et une odeur aigre flottait partout. Il a laissé tomber son sac au sol en entendant un son venant de la cuisine, un bruit sec, répétitif, comme si un petit objet heurtait du métal. Il a avancé sans un bruit, et puis il s'est figé. Léa, sa fille de 6 ans, était agenouillée sur le carrelage froid, mangeant ce qui restait dans la gamelle du chien. Sa peau était sale, ses cheveux collés à son front. Mais ce qui l'a anéanti, ce n'est pas l'image, c'est la manière calme avec laquelle elle mâchait, sans désespoir. Quand elle a remarqué sa présence, elle l'a regardé lentement et a dit « Je savais que tu allais revenir, papa. Je ne savais juste plus quand. » Et c'est à ce moment-là que le monde de Julien a cessé de tourner. Julien n'avait jamais été un homme de grands discours. Il avait grandi entre des murs austères, des ordres secs et des promesses faites d'une main sur l'épaule. Fils d'un père routier toujours absent et d'une mère aux larmes silencieuses, il avait appris très tôt que les sentiments étaient une faiblesse et que l'honneur était plus important que l'affection. À 19 ans, il s'est engagé dans l'armée. Là, il a trouvé des règles, un uniforme, une routine, et d'une certaine manière, une sorte de foyer. Il était respecté, fiable, un homme qui ne disait jamais non à une mission. Mais en dehors de la caserne, il y avait Léa. Sa fille était arrivée de manière inattendue, fruit d'un amour qui n'avait pas résisté au poids des absences. La mère était partie trop tôt, et Julien s'était retrouvé avec la responsabilité et la confusion. Les premières années, Sophie, une cousine éloignée sans enfant, l'aidait à s'en occuper. C'est elle qui emmenait Léa à l'école, préparait le dîner, racontait des histoires. Julien, toujours reconnaissant, lui disait qu'en retour, il la protégerait. Avant d'être appelé pour la plus longue mission de sa carrière, il a eu une discussion avec Sophie. « C'est juste pour un temps, je reviens avant son anniversaire. » Elle a souri, même si ses yeux étaient déjà fatigués. « Je m'occupe de la petite, comme si c'était la mienne. » Il l'a cru. Le cœur serré, il a embrassé le front de Léa, qui n'avait alors que 5 ans. « Papa revient toujours, tu t'en souviens ?» Et il est parti. Pendant les mois à l'étranger, il envoyait des lettres, de courtes vidéos quand c'était possible. Mais les dernières semaines, Sophie avait cessé de répondre. Il a pensé que c'était un problème de réseau. Après tout, le monde continuait de tourner, n'est-ce pas? Faux. Dans la cuisine sombre de ce matin-là, avec sa fille agenouillée devant une gamelle vide, il a compris ce que les messages silencieux n'avaient jamais dit. Léa ne pleurait pas. Elle ne se plaignait pas. Elle ne le blâmait pas. Et c'est ça qui faisait le plus mal. Il s'est agenouillé près d'elle. « Léa, où est Sophie ?» La petite fille a regardé le sol. « Elle est sortie il y a très longtemps. Elle a dit qu'elle revenait avec du pain, mais elle n'est pas revenue. » La poitrine de Julien a semblé se contracter. Il a essayé de la serrer dans ses bras, mais elle s'est recroquevillée, comme quelqu'un qui ne comprend plus ce qu'est un câlin. C'est là, dans l'odeur rance de la cuisine, dans le silence de sa fille, et dans l'absence totale de réponse, que tout a commencé à s'effondrer. Julien a passé cette première nuit assis par terre dans le salon, avec Léa endormie sur le canapé, enroulée dans 2 couvertures. L'ours en peluche, serré contre sa poitrine, était le seul signe qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle n'a pas voulu dîner, a juste bu un peu d'eau. Elle s'est endormie sans rien demander, sans poser de questions, comme si elle ne savait plus ce qu'était un droit ou un mérite. Julien est resté éveillé. Il regardait la maison et voyait les décombres de ce qu'il appelait autrefois un foyer.
De la vaisselle sale, empilée depuis des jours, une odeur de moisi, des jouets oubliés dans les coins, et des murs griffonnés de chiffres, comme si quelqu'un avait compté les jours. Et elle les avait comptés, réalisa-t-il, jour après jour, attendant que quelqu'un revienne. Sur la table basse, il a trouvé un cahier avec des dessins d'enfants. Sur l'un d'eux, 2 silhouettes se tenaient la main devant une fenêtre. Dans le coin, écrit en lettres malhabiles, « Aujourd'hui, papa rentre ». Mais il n'était pas rentré ce jour-là, ni le lendemain. Combien de fois avait-elle dessiné cette scène? Combien de fois s'était-elle bercée d'illusions, seule, affamée, dans le noir? Julien a fermé les yeux. La douleur qu'il ressentait n'était pas celle d'une blessure. Elle était interne, âpre. C'était le genre de douleur qui s'accroche au fond de l'âme et ne lâche plus. Il a essayé de se justifier mentalement. Il ne savait pas. Il avait fait confiance à Sophie. Il servait son pays. Mais aucune excuse ne pouvait effacer cette image. Léa, maigre, à genoux, mangeant des croquettes pour chien. Il a pensé à quel point il était bon pour suivre les ordres, à quel point il était discipliné, loyal, fort. Mais il n'avait jamais appris à être père. Pas vraiment. Et c'est dans ce silence pesant que son véritable désir a émergé. Il ne suffisait pas de sauver sa fille. Il voulait, il devait être digne d'elle. Il voulait être quelqu'un qu'elle pourrait regarder sans peur, quelqu'un qui ne serait pas seulement revenu, mais qui serait resté. Il voulait l'entendre rire à nouveau, voir ses dessins avec du soleil et non des ombres. Il voulait qu'elle dorme paisiblement, le ventre plein et le cœur en paix. C'était un désir qui ne tenait pas en mots. C'était plus que de la culpabilité. C'était une urgence émotionnelle. C'était la certitude que s'il échouait encore, il perdrait plus que la garde de sa fille. Il perdrait le peu qui restait de lui-même. Alors, il a décidé. Il n'attendrait plus personne. Sophie avait peut-être disparu, la famille avait peut-être tourné le dos, le système avait peut-être échoué. Mais il était là maintenant, et la mission avait changé. À partir de ce moment, Julien échangerait le fusil contre la cuisinière, les Rangers contre le balai, et la discipline contre la présence. Ce ne serait pas facile. Il le savait. Il n'avait pas les outils émotionnels, il n'avait pas de mode d'emploi. Mais il avait une petite fille qui le regardait encore, même en silence. Et ce regard, aussi fragile soit-il, le reconnaissait encore. Cette nuit-là, il a préparé un simple riz. Il a fait chauffer du lait. Il a rangé sa chambre comme il a pu. Il a changé les draps, a placé l'ours à côté de l'oreiller. Il a laissé la lumière du couloir allumée. Et pour la première fois, il a parlé à voix haute dans l'obscurité. « Je suis rentré, mon amour. Et je ne pars plus. » Léa n'a pas répondu. Elle dormait. Mais depuis le canapé, son petit corps s'est légèrement tourné dans sa direction. C'était peu, mais c'était déjà le début de quelque chose. Le lendemain matin, Julien se réveilla au son de sa propre respiration lourde. Le corps fatigué, les muscles endoloris d'avoir passé la nuit par terre. Mais ce n'était pas la douleur physique qui le poussait à se lever. C'était le poids de l'urgence. Léa dormait encore, recroquevillée, les pieds découverts. Il la couvrit avec soin et alla directement à la cuisine. Il lava la vaisselle à l'eau froide, balaya le sol, ouvrit toutes les fenêtres. La maison sentait l'abandon, et d'une certaine manière, la culpabilité. Le frigo était presque vide. Dans le placard, il trouva des restes, du riz cru renversé, des boîtes de conserve ouvertes et des biscuits ramollis. Dans un coin, la gamelle du chien, sèche, et l'animal, disparu. Peut-être s'était-il enfui, peut-être était-il mort. Impossible de savoir. Alors qu'il préparait un café, il entendit de petits pas derrière lui. « Bonjour, ma puce », dit-il sans se retourner. Silence. Léa s'assit à table, son ours sur les genoux, et regarda droit devant elle, sans expression. Julien posa une tartine beurrée devant elle et un verre de lait tiède. Elle mangea lentement, comme pour vérifier si c'était réel ou si ça allait disparaître à tout moment. « Tu veux me raconter autre chose ?» demanda-t-il, essayant de paraître léger. Elle secoua simplement la tête. Les questions s'accumulaient dans l'esprit de Julien.
Où était Sophie? Pourquoi personne de la famille ne l'avait prévenue? Comment personne n'avait-il remarqué l'absence d'une enfant pendant si longtemps? Il prit le vieux téléphone qu'il avait laissé dans sa chambre et essaya d'appeler les numéros dont il se souvenait. Aucune réponse, aucune nouvelle. Le numéro de Sophie tombait directement sur la messagerie. À la troisième tentative, il entendit un clic. Elle avait rejeté l'appel. Chaque jour qui passait, Léa parlait moins. Elle dormait sur le canapé, même avec sa chambre rangée. Elle ne bougeait que lorsqu'il lui proposait quelque chose directement, et même alors, avec réticence. Ce qui faisait le plus mal à Julien n'était pas le silence, mais le fait que sa fille ne pleurait pas. Les jeunes enfants pleurent pour un rien. Mais Léa semblait avoir oublié comment faire. Lors de leur première sortie au supermarché, portant les sacs et tenant la main de Léa, il remarqua les regards des voisins. Des chuchotements, des yeux réprobateurs, un « le pauvre » murmuré près de la boulangerie. Pour eux, il était le père absent, le militaire qui avait abandonné sa fille. Et en vérité, il ne pouvait pas le nier, il n'était pas là quand elle avait le plus besoin de lui. Le soir, en essayant de donner un bain à Léa, elle refusa d'un simple « je me suis déjà lavé ». Mais la serviette accrochée dans la salle de bain était encore sale et humide de la veille. Julien insista avec douceur. « Je peux t'aider, juste pour aujourd'hui. Après, tu le refais seul si tu veux. » Léa hésita, puis accepta. Elle resta immobile pendant qu'il lui lavait les cheveux avec soin en essayant de ne pas l'effrayer. Les mèches étaient pleines de nœuds, de poussière et de restes de nourriture. Quand il eut fini, elle dit seulement « Merci, monsieur ». Ce mot le transperça. Elle le traitait comme un étranger en uniforme. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il prit une feuille blanche et commença à écrire des noms, des possibilités, des endroits où Sophie pourrait se trouver. Demain, il sortirait la chercher. Mais une chose était sûre, même s'il ne la trouvait pas, il ne laisserait plus Léa seule. Pas même une seconde. Parce que maintenant, il comprenait. La confiance est un pont fragile qui s'écroule dans le silence. Et s'il voulait reconstruire ce pont, il devrait commencer par le premier clou, chaque jour. Le troisième jour, après son retour, Julien décida de sortir tôt. Il laissa Léa dormir, avec un mot sur la table de chevet. « Je reviens vite. Je t'aime, papa ». C'était la première fois qu'il s'éloignait d'elle depuis qu'il l'avait retrouvée, et le nœud dans sa poitrine était presque insupportable. Mais il devait trouver Sophie. Il commença par les rues du centre-ville, demandant dans les supérettes, les boulangeries, les pharmacies. Certains se souvenaient d'elle. « La jeune femme brune, disparue du jour au lendemain », disait-il. « Elle était bizarre ces derniers temps », commenta une vendeuse. « Je crois qu'elle a déménagé dans un hôtel miteux, près de la gare routière. » Et c'est là que Julien se rendit. La réceptionniste hésita à donner des informations, mais son expression, barbe de 3 jours, yeux cernés, une voix mêlée de colère et de désespoir, la convainquit. Chambre 12. Au fond du couloir, Julien frappa à la porte. Aucune réponse. Il frappa de nouveau, plus fort. Quand la porte s'ouvrit enfin, une femme pâle, maigre, le visage creusé par les cernes, apparut. C'était Sophie. Elle se figea en le voyant, comme si elle avait été brutalement tirée d'un cauchemar. « Julien » dit-elle à voix basse, presque inaudible. Il ne répondit pas tout de suite. Il balaya la chambre du regard. Des assiettes avec des restes, des sacs par terre, une valise ouverte avec des vêtements froissés, une bouteille de soda vide à côté d'un paquet de biscuits entamés. « Tu l'as laissée seule, pendant combien de temps ?» Sophie se mit à pleurer. Elle essaya de parler, mais sa voix se brisait. « J'ai essayé de revenir, mais les mots sortaient par bribes. »« Tu as disparu, » dit-il sans crier, mais les dents serrées. « Une enfant de 6 ans, enfermée, mangeant ce que le chien laissait. Tu avais promis, Sophie. » Elle s'effondra sur le bord du lit, les mains couvrant son visage. « J'ai perdu mon travail. On m'a coupé l'électricité. J'avais honte de demander de l'aide. Je pensais que je pouvais m'en sortir. Je suis parti en pensant revenir le jour même. Mais j'ai eu peur, Julien. Peur d'affronter la situation. Et puis, trop de temps a passé. Leurs voix commencèrent à attirer l'attention.
La porte entr'ouverte, la dispute contenue, les sanglots étouffés. Dans le couloir, un couple de personnes âgées s'arrêta. La femme de ménage chuchota quelque chose à une autre cliente. Un homme en chemise usée jeta un coup d'œil par l'entrebâillement. L'humiliation n'était plus seulement la sienne maintenant. Julien prit une profonde inspiration. À l'intérieur, son sang bouillait. À l'extérieur, il semblait de pierre. Peur! Tu sais ce que c'est, la peur. Léa a barricadé la porte avec une chaise parce qu'elle pensait que le monstre de la télé allait entrer. Elle est restée dans le noir. Elle a dû partager sa nourriture avec le chien. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Sophie sanglotait, incapable de se défendre. Elle n'était pas une criminelle, il le voyait bien. Mais c'était une lâche. Et à ce moment-là, c'est ce qui le mettait le plus en rage. Je nettoyais des armes à l'autre bout du monde, pendant que ma fille comptait les jours en attendant du pain. Tu m'avais juré que tu t'occuperais d'elle. Tu ne m'as pas prévenu. Tu n'as pas envoyé un mot. Rien. D'autres personnes s'approchèrent. Une femme commenta à voix haute, « Dites donc, c'est l'histoire de cette petite qui est restée seule? C'est même passé sur le groupe Facebook du quartier, non ?» Et puis, comme une avalanche, vint le pire. « Regardez-moi ça, le père absent. Maintenant, il veut faire un scandale. » Julien se retourna brusquement, les yeux rouges. « Un scandale. Vous l'avez vu, ma fille. Vous avez trouvé ça bien de filmer, de prendre des photos du portail fermé, mais personne n'est entré. Personne n'a appelé la police. Elle aurait pu mourir là-dedans, mourir, et tout ce que vous avez fait, c'est partager sur WhatsApp. » Un silence embarrassé s'installa dans le couloir. Personne ne répondit. Personne ne le regarda. Sophie murmura « Je n'ai rien à dire. » Julien la fixa encore quelques secondes, les yeux pleins de déception mais sans violence. « Je ne suis pas là pour crier. Je suis là parce que tu lui dois des explications. Et si tu as un gramme d'amour-propre, tu viendras à la maison, ne serait-ce que pour entendre ce qu'elle a à te dire. » Il tourna les talons et partit, passant devant tous ceux qui l'observaient. Aucun de ses pas n'était léger. La honte n'était plus seulement la sienne. C'était aussi la sienne maintenant, pour avoir fait confiance, pour être parti, pour ne pas avoir vu plus tôt. Sur le chemin du retour, la ville semblait plus dure, les gens plus petits. Il se demandait comment personne n'a-t-il vu, et comment tout le monde a-t-il vu. Il arriva à la maison, le visage trempé de sueur et de la fureur qu'il avait contenue tout le long. Léa était assise sur le canapé, dessinant en silence. Un soleil tordu, une maison aux fenêtres fermées. « Papa, dit-elle sans lever la tête, tu as mis du temps. » Julien s'agenouilla devant elle. « Je ne mettrai plus jamais de temps, je te le promets. » Et cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, il se demanda combien ça coûte de reconstruire ce que l'abandon a brisé, parce que la réponse commençait là et elle serait longue. Cette nuit-là, Julien ne put dormir. Léa respirait profondément dans la chambre d'à côté, serrant contre elle un ours qui avait été blanc et qui portait désormais des taches de tristesse. La petite était épuisée, pas seulement physiquement, mais d'avoir attendu. Elle dormait comme quelqu'un qui avait enfin eu la permission de s'éteindre, mais son sommeil n'était pas paisible. Son corps tremblait parfois, ses pieds se recroquevillaient, comme s'ils étaient encore prêts à fuir. Julien resta assis au bord de son lit pendant des heures, observant, essayant de comprendre, essayant d'assimiler ce qu'il ne pouvait plus nier. Sa fille avait survécu seule. Des jours, peut-être des semaines. Qu'est-ce qui fait plus mal à un père que de découvrir que son enfant a appris à vivre sans lui? C'est alors qu'il commença à chercher des signes, des vestiges de ce qu'elle avait vécu là, seule. Dans la cuisine, il trouva des restes de nourriture cachés derrière le frigo, des paquets de biscuits vides, des pots de bananes séchées, un morceau de pain moisi enroulé dans un torchon. Elle avait essayé de stocker le peu qu'elle avait. Dans l'armoire de la salle de bain, une brosse à dents aux poils ébouriffés et des tubes de dentifrice vides coupés en deux. Elle avait improvisé. Une survie de tranchée. Mais c'était une enfant. Dans sa chambre, le bureau semblait être devenu un refuge. Sur la surface, des feuilles avec des dessins en noir et blanc. Des visages flous, de grands yeux, des portes verrouillées. Sur l'un d'eux, une petite silhouette avec la phrase «
le noir me parle. Julien sentit un frisson. Il ouvrit le tiroir du bureau et trouva un cahier d'écolier utilisé comme journal. Ce n'était pas de longs textes, juste de courtes phrases datées avec des gribouillis. Aujourd'hui, personne n'est venu. Sophie a dit qu'elle allait chercher du pain. Le chien a pleuré, je lui ai donné de l'eau. Il fait froid. J'essaie d'être forte. Je dessine papa pour ne pas oublier son visage. Cette phrase le déchira. Il dut s'asseoir. Le cahier tomba par terre et, en le ramassant, il trouva à la fin une page pliée avec un calendrier. Les jours où il avait promis de revenir étaient marqués d'un feutre rouge en forme de cœur. Chacun de ces cœurs était barré d'une croix. C'était la façon que Léa avait trouvé de gérer l'espoir différé. Jour après jour, cœur après cœur, elle avait barré tout ce qui donnait encore un sens à l'attente. Julien se prit le visage dans les mains. Il respira profondément. Il avait affronté le désert, la jungle, le bruit des hélicoptères, les cris étouffés de la guerre. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à ce son silencieux d'un enfant oublié. Il ne pouvait plus masquer la douleur par l'action. Il pouvait nettoyer, cuisiner, organiser. Mais cela ne recollait pas les morceaux. Il devait être là, présent. Il retourna dans la chambre et s'allongea à côté de sa fille sans la toucher. Il resta juste là, écoutant sa respiration. Il pensa à comment elle avait survécu aux jours sombres, au silence, aux voix de la télé parlant de cambriolage, aux ombres des fenêtres, au craquement du toit, et surtout au vide. Au milieu de la nuit, Léa murmura en dormant « Papa, ne pars pas ». Julien ravala ses larmes, se tourna vers elle et répondit « Je suis là, mon trésor. Maintenant, c'est pour toujours. » Le matin, la lumière filtra par l'interstice de la fenêtre et frappa le sol du salon. La poussière dansait dans l'air comme si elle avait enfin la permission de bouger. Julien alla à la cuisine, fit chauffer du lait, prépara du pain et des œufs et mit la table avec ce qu'il avait. Léa apparut les yeux gonflés, mais plus éveillée. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle, méfiante. « C'est pour nous, » répondit-il. Elle s'assit, mordit dans sa tartine et laissa échapper un soupir. Petit, mais sincère. Julien réalisa. C'était la première fois qu'elle mangeait sans peur, sans hâte, sans cacher des morceaux dans sa poche. Après le petit déjeuner, elle demanda à dessiner. Il lui donna des feuilles propres, des crayons taillés. Il resta assis à côté d'elle, en silence, à l'observer. Le dessin représentait deux personnes, un homme et une fille, côte à côte. Il y avait un soleil, une fenêtre ouverte, une assiette sur la table. C'était le premier signe qu'un peu de couleur revenait. Léa ne souriait pas avec les lèvres, mais ses traits étaient plus légers, et cela en disait long. Pendant qu'elle dessinait, Julien remarqua d'autres marques sur le mur, de petites rayures, regroupées par dizaines, des décomptes. Des dates? Des jours? Personne ne le saurait jamais. Peut-être même pas elle. Mais il savait ce qu'elle signifiait. Elle avait essayé de s'ancrer dans le temps. Elle avait essayé d'organiser le chaos. Sous le lit, une boîte en carton avec des capsules de bouteilles, des élastiques à cheveux, des capuchons de stylos. Des choses qui étaient devenues des jouets, des outils de résistance. Elle avait survécu avec ce qu'elle pouvait, comme elle le pouvait. « Ma puce, » dit-il en s'approchant, « tu savais que le noir ne peut plus te parler ?» Elle arrêta de dessiner, le regarda dans les yeux et répondit de sa petite voix. « Il disait que j'allais disparaître aussi. Mais l'ours me disait que c'était un mensonge. Je parlais avec lui quand je sentais que plus personne ne m'écoutait. » Julien s'agenouilla, prit son visage entre ses mains avec toute la douceur du monde. Le noir a menti, et l'ours avait raison. Je suis revenu. Et je ne te laisserai plus jamais seule pour entendre ça. » Elle ne répondit pas, mais pour la première fois, elle lui sauta dans les bras sans qu'il le lui demande. Le câlin fut fort, désespéré, rempli de tout ce qui était resté piégé pendant trop de jours. Et dans cette étreinte, Julien comprit, sa douleur était plus grande que n'importe quelle culpabilité qu'il pouvait porter. Mais l'amour était toujours là, même brisé, même muet. Et maintenant, il était temps de recommencer. Avez-vous déjà dû être fort alors que tout en vous voulait s'effondrer? Avez-vous déjà fait semblant d'aller bien juste pour n'inquiéter personne? Si oui, commentez oui
ci-dessous. Je lis chaque réponse avec attention, et vous ne le savez peut-être pas, mais votre commentaire peut aider une autre personne à se sentir un peu moins seule aujourd'hui. On est ensemble, vraiment. L'après-midi suivant, Léa était assise par terre dans le salon, pieds nus, son ours sur les genoux, arrangeant des capsules de bouteilles comme si c'était des pièces de monnaie. Julien l'observait depuis le seuil de la porte, en silence. Il ne voulait pas l'interrompre, juste comprendre ce nouveau territoire où vivait sa fille, un monde fait de miettes, de fantaisie et de silence. C'est alors qu'elle le regarda et dit « Tu sais faire des petites maisons en bois ?» La question tomba, sans crier gare, et pendant une seconde, il mit du temps à comprendre. Des maisons, comment ça? Comme une maison de poupée, pour l'ours, pour qu'il ait un endroit à lui aussi. Julien sourit. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait demandé quelque chose. Il se leva, alla au garage et revint avec un morceau de bois, quelques clous, un marteau et une vieille boîte à outils. « Je pense qu'on peut essayer. » Ils s'assirent par terre. Elle lui tendait les clous, il tenait les planches. La maison n'était pas très belle, mais elle tenait debout. Une fois la construction terminée, Léa prit un feutre et écrivit en lettres malhabiles « Maison de l'ours » sur la façade. Ce fut leur premier moment de création commune. Ce n'était pas juste un jouet, c'était un pacte silencieux. Si l'ours avait maintenant une maison, peut-être qu'elle aussi pourrait recommencer à en avoir une. Après cela, quelque chose changea dans l'air. Subtilement, Léa se mit à observer Julien plus souvent. Elle écoutait ses pas. Elle remarquait quand il remuait son café ou quand il chantonnait faux. Un soir, il la vit assise en train de dessiner. Le papier montrait deux personnages avec de petits sourires, une fenêtre ouverte et un chien. Dans le coin, il était écrit « Le chien est revenu dans le dessin ». C'était un détail presque imperceptible. Mais il y avait là un tournant émotionnel. Elle autorisait l'espoir à revenir, même si c'était encore avec crainte. Les jours suivants, Julien emmena Léa au parc, même si elle refusa au début. Dans le bac à sable, elle se contenta d'observer les autres enfants. Elle ne joua pas, mais ne pleura pas non plus. « Tu ne veux pas y aller ?» demanda-t-il, en essayant de paraître naturel. Elle secoua la tête. « Si je me fais des amis et qu'elles s'en vont, ça fera encore mal. » Julien sentit le poids de cette phrase. Il s'agenouilla et répondit calmement. « Ça fera mal. Oui, mon amour, mais ça fera moins mal que de rester seule pour toujours. » Elle resta silencieuse, mais ne refusa pas quand il lui tendit la main. Ils rentrèrent à la maison en silence, mais main dans la main. Ce soir-là, pendant le dîner, elle prit la moitié de la banane qu'elle mangeait et la posa dans son assiette. C'était le geste le plus petit, le plus immense qu'elle aurait pu faire. Il ne fit aucun commentaire. Il se contenta de sourire et d'accepter. C'est ainsi, par des gestes presque invisibles, que le lien entre eux commença à renaître. Julien se mit à noter ce qu'il devait acheter, réparer, apprendre. Il commença à regarder des vidéos sur la parentalité positive, même sans tout comprendre. Il découvrit qu'écouter était plus important qu'enseigner. Il découvrit que la patience était plus difficile que la discipline. Il découvrit que le pardon prend du temps. Un jour, alors qu'il rangeait les jouets, elle demanda « Tu vas repartir ?» Il s'arrêta, se tourna vers elle, et d'une voix ferme, il répondit « Plus jamais sans t'emmener avec moi ». Elle désigna alors le plafond. « Alors il faut réparer les trous. Quand il pleut, j'entends les gouttes tomber, jusqu'à ce que je m'endorme. » Julien rit, non pas de la phrase, mais de la façon dont elle recommençait à habiter la maison. Elle n'était plus seulement présente, elle occupait l'espace, faisait des plans, exigeait des réparations. Le lendemain matin, il commença à nettoyer le garage. Il tria de vieilles planches, des marteaux rouillés, des vis desserrées. Il pensa, et si tout cela devenait un petit atelier de menuiserie? Il ne savait pas encore comment, ni pourquoi, mais il voulait construire quelque chose de ses propres mains, quelque chose qui soit lié au présent. Léa apparut à la porte avec un morceau de papier. « Je peux faire un dessin pour le coller sur ton mur ?»« Bien sûr que tu peux. » Le dessin était simple. Un homme sciant du bois, une fille tenant un chien et un soleil en arrière-plan. Mais ce qui attira le plus son attention, c'est ce qui était écrit en haut. « Maintenant, il reste. » Julien regarda sa fille, les yeux embués de larmes.
Tu y crois vraiment? Elle haussa les épaules et dit « Je suis encore en train de tester ». Et pour lui, c'était déjà tout. Cette semaine-là, Julien commença à se lever avant le soleil. Non par obligation comme au temps de la caserne, mais par choix. Il aimait préparer le café avant que Léa ne se réveille. C'était comme si chaque matin était une nouvelle chance de dire « Je suis là ». Pendant que la cafetière sifflait sur le feu, il notait dans un carnet des idées pour améliorer la maison. De petits objectifs, réparer la fuite, changer le rideau de sa chambre, créer une étagère pour ses crayons de couleur, des choses simples mais pleines de sens. Léa se mit à le suivre dans la maison, comme quelqu'un qui ne voulait pas être loin, mais qui avait encore peur de trop s'approcher. Elle observait tout en silence. Parfois elle aidait, parfois elle regardait simplement. Dans le garage, l'ancien débarras commença à prendre forme. Julien nettoya les murs, monta un établi avec des planches de récupération et accrocha des outils. Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait y faire, mais il sentait qu'il avait besoin de cet espace. C'était le seul endroit où il s'autorisait à échouer sans crainte. Et c'était peut-être ce qu'il voulait enseigner à sa fille, qu'elle aussi pouvait se tromper, essayer, recommencer. « Tu veux peindre avec moi ?» demanda-t-il un jour, en lui tendant un petit pinceau. « Je peux me salir ?» répondit-elle, méfiante. « Tu dois » sourit-il. Et elle peignit. Des lignes tordues, des couleurs mélangées, des éclaboussures par terre. À la fin de la journée, le mur du garage était taché de peinture et de rire. C'était la première fois qu'il entendait son rire depuis son retour. Il ne dura pas plus de 3 secondes, mais c'était de la musique. Avec le temps, ils commencèrent à prendre leur repas ensemble. Léa se mit à choisir les légumes au marché, à demander comment on faisait frire un œuf sans le brûler. Un soir, elle dit « Le riz de monsieur est encore un peu collant, mais il a déjà le goût de la maison. » Julien rit. C'était le plus grand compliment qu'elle lui ait jamais fait. Mais tout n'était pas léger. Certaines nuits, Léa se réveillait en sueur, les yeux grands ouverts. Elle pleurait sans un son. Son corps tremblait. Julien la trouvait assise par terre dans sa chambre, serrant son ours, murmurant des phrases confuses. Il a encore parlé, le noir a encore parlé. Il ne posait pas de questions, il la serrait simplement dans ses bras et répétait « Ce n'est plus lui qui commande ici. Maintenant, c'est nous qui habitons cet endroit. » Et elle s'endormait. D'autres fois, en voyant la porte du jardin ouverte ou une ombre à la fenêtre, elle se recroquevillait. Elle avait peur de tout ce qui rappelait le départ. Une fois, Julien dut s'absenter pendant 2 heures pour régler un problème de plomberie. À son retour, il trouva Léa assise par terre dans le salon, avec toutes les chaises de la maison empilées derrière la porte. « J'ai cru que tu avais oublié, » dit-elle presque à bout de souffle. Julien s'agenouilla et lui prit les mains. « Je n'oublierai plus jamais. Et si un jour je dois sortir, tu sauras où, avec qui, pour combien de temps, d'accord ?» Elle hocha la tête, mais ne sourit pas. C'était un processus, et il apprenait à respecter son rythme. Un après-midi, Léa vint vers lui avec un papier plié. « C'est un secret, d'accord? Mais je voulais te le montrer. » C'était une lettre qu'elle avait écrite à Sophie, en grandes lettres, maladroite, mais compréhensible. « Tati, j'ai attendu. Tu as dit que tu revenais avec du pain. J'ai eu faim, mais plus que ça, j'ai eu peur. Le noir disait que tu ne revenais plus parce que j'étais pénible, mais maintenant je sais que le noir ment. Malgré tout, parfois, je suis encore en colère. Mais tu me manques aussi. Je ne sais pas lequel des deux est vrai, mais je vais bien maintenant. Je voulais juste que tu le saches. » Julien lut en silence. Puis, il lui rendit le papier avec soin. « Tu veux le lui donner ?» Léa réfléchit un instant. Un jour, peut-être. Et il comprit. Cela aussi faisait partie de la reconstruction. Nommer ce que l'on ressent, même sans en être sûr. Ce soir-là, après le dîner, Léa colla un nouveau dessin sur le mur du garage. Une petite maison en bois, une fille à la fenêtre, un homme sciant des planches, et en haut écrit « Ici dedans habite le calme ». Julien resta à regarder cette phrase comme s'il lisait un manuel de survie. Parce que c'était ce qu'il apprenait à construire avec elle. Un endroit où le calme ne serait pas un silence forcé, mais une présence constante. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il commençait, enfin,
à rentrer à la maison. La semaine suivante, le vieux portable de Julien vibra sur la table de la cuisine. L'écran affichait le nom qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Lieutenant Dubois. Une nouvelle mission. On a besoin de vous, soldats. 3 semaines, hors du département. Le transport est déjà organisé. Julien regarda Léa, qui dessinait en silence dans le salon. Le crayon rose arrêté dans sa main, les yeux profonds, concentrés sur le papier. Il prit une grande inspiration. « Je vous remercie, mon lieutenant, mais je ne suis plus disponible. »« Comment ça, sergent ? J'ai une mission plus urgente ici. »« C'est temporaire ? » ?»« Non, c'est définitif. »« Vous en êtes sûr ? » ?»« J'en suis sûr. Pour la première fois. » Il raccrocha et sentit un étrange soulagement, comme s'il avait quitté un champ de bataille. Il se dirigea vers le salon, s'agenouilla à côté de sa fille et dit « Je ne pars plus, d'accord ?» Elle le regarda simplement et hocha la tête. Puis, elle se remit à dessiner. C'était suffisant. Le lendemain, il se rendit à la caserne pour déposer ses papiers de démobilisation. Il portait un uniforme propre, était rasé de près, la posture droite. Mais son regard était autre. « Soldat, » dit le commandant, « vous savez à quoi vous renoncez, n'est-ce pas ? » « Je le sais, mais maintenant je sais aussi ce que j'ai failli perdre. » Il signa les documents, rendit sa carte d'identité. En sortant par le portail principal, le vent lui fouetta le visage. Pour la première fois, cet endroit lui parut lointain, comme s'il ne faisait plus partie de lui. Il rentra à la maison, passa au marché, acheta des fruits frais et des fleurs. Oui, des fleurs. C'était étrange au début. Mais il aimait l'idée de décorer la table avec quelque chose qui ne soit pas seulement fonctionnel. Quelque chose de beau. Léa fut surprise de voir les tournesols. « C'est pour qui ? Pour notre table. On a droit à la beauté, nous aussi, non ?» Elle sourit. Un petit sourire, mais un sourire quand même. La même semaine, Julien alla voir la directrice de l'école primaire du quartier. « Je veux inscrire ma fille. Elle a été absente un certain temps, mais elle est prête à revenir. » La femme l'observa attentivement, posa quelques questions, demanda des documents. Après avoir entendu une partie de l'histoire, elle dit « Nous avons un nouveau projet ici. Un atelier de menuiserie avec des parents bénévoles. C'est juste un pilote. » Julien n'hésita pas. « J'accepte, si elle peut passer la récréation avec moi à l'atelier. » 2 jours plus tard, il se présenta à l'école avec une boîte à outils et quelques planches. Les enfants s'approchaient, curieux, et Léa, de loin, le regardait avec une fierté discrète. Julien construisit un chevalet de dessin, puis une table basse et une étagère pour les livres. Léa aidait. Elle tenait les clous, les papiers de verre, organisait les pots de peinture. Peu à peu, l'espace devint un refuge. Les autres enfants commencèrent à participer aussi. Ils fabriquaient des pots à crayons, des petits avions, des supports pour téléphone. Et petit à petit, ce qui ne devait être qu'un atelier devint une partie du quotidien de l'école. Un jour, Léa arriva avec une affiche à la main, « Fête de l'école, présentation surprise de Léa ». Julien écarquilla les yeux. « Tu vas faire une présentation ? » ?»« Oui, tu vas dire quoi ? C'est une surprise. » Il respecta son choix. Mais à l'intérieur, son estomac se nouait. Le samedi de la fête, l'école était bondée. Parents, enseignants, musique douce, odeur de pop-corn. Julien arriva avec Léa main dans la main. Elle portait une petite robe à fleurs et ses cheveux étaient attachés en tout fine tresse. Sophie était là aussi. Elle était réapparue quelques semaines plus tôt, repentante, essayant d'aider petit à petit, avec la prudence de quelqu'un qui marche sur un sol fragile. Sophie ne demandait pas pardon. Elle offrait sa présence. Et Léa, en silence, le permettait, un peu plus chaque jour. Sur la scène improvisée dans la cour de l'école, Léa monta avec un papier plié dans les mains. L'institutrice ajusta le micro. Le silence se fit. « J'ai écrit ça pour mon papa, mais aussi pour tous ceux qui ont déjà eu peur. » Julien, assis au premier rang, sentit son cœur s'accélérer. « Quand je suis resté seul, j'ai cru que le monde avait disparu. J'ai eu faim, j'ai eu peur du noir. » Et le noir disait des choses méchantes. Il disait que personne ne reviendrait plus. Mais un jour, il est revenu. Elle regarda droit vers son père. Il n'est pas revenu avec un jouet, ni avec de la magie. Il est revenu avec du riz collant,
un rire faux et des bras forts. Il est revenu avec un regard fatigué, mais avec l'envie de rester. Et maintenant, quand je me réveille, il y a une odeur de pain et un bruit de bois. Et quand je dors, il y a un bruit de rire. J'ai encore peur, parfois. Mais maintenant, je sais que je ne suis plus seul, parce qu'il est resté. Un silence profond envahit la cour. Puis, des applaudissements, forts, chaleureux. Sophie pleurait en silence, se serrant dans ses bras. Julien resta assis, les yeux embués, les mains jointes sur ses genoux. Il ne bougea pas, il ne sourit pas. Il absorba, simplement. Léa descendit de la scène et se dirigea vers lui. Ça t'a plu? Il la prit sur ses genoux, la serra contre sa poitrine. C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Elle appuya son visage sur son épaule et murmura. Maintenant, tout rentre dans l'ordre, n'est-ce pas? Julien ferma les yeux et répondit. Oui, un clou à la fois. Ce jour-là, alors qu'il rangeait les outils de l'atelier, Léa lui prit fermement la main et dit « Papa, tu sais que maintenant tu es mon héros de tous les jours. » Il ne répondit pas tout de suite. Il serra juste ses petits doigts, parce qu'il savait qu'être un héros du quotidien était bien plus difficile que d'être un soldat à la guerre. Mais pour la première fois, il était prêt. Le lundi suivant la fête de l'école, Julien accompagnait Léa à l'école comme chaque jour. Mais quelque chose était différent. Au portail, une dame qu'il ne connaissait pas, peut-être la grand-mère d'un élève, lui prit rapidement la main. « Vous êtes le papa de Léa, n'est-ce pas? Je voulais vous dire, félicitations, c'est une petite fille en or. » Il la remercia, ne sachant pas trop comment réagir. Il n'était pas habitué aux compliments, surtout de la part d'inconnus. Plus loin, une des institutrices l'appela. « Julien, il y a des gens de la mairie qui ont vu la vidéo de la présentation de Léa. Il semblerait qu'elle ait été partagée sur une page de la communauté. Ils veulent en savoir plus sur le projet de menuiserie. » Il haussa les sourcils, surpris. « Vraiment? Vraiment? Et si tout se passe bien, il pourrait étendre l'initiative à d'autres écoles du quartier. » Julien regarda Léa. Elle sourit, timide, et haussa les épaules comme pour dire « Bah, j'ai juste dit la vérité. » La vidéo avait été enregistrée par un parent et sans que personne ne s'y attende, était devenue virale localement. Non pas pour sa qualité technique, mais pour les mots sincères d'une enfant qui avait survécu à l'abandon et qui reconnaissait la valeur de la présence. Des milliers de vues, des commentaires émus, des demandes d'aide, des offres de dons pour le projet. Mais avec l'admiration vint aussi autre chose, le poids de la curiosité publique. La même semaine, Sophie fut aperçue sortant d'une consultation dans un centre de santé. Une voisine immortalisa le moment et le publia sur les réseaux sociaux avec la légende. Elle a le culot de revenir en ville après tout ça. C'est de l'effronterie ou du courage. Les commentaires étaient partagés. Certains l'attaquaient. D'autres disaient que personne ne savait ce qu'elle avait traversé. Et il y avait ceux qui la défendaient. Si la petite a pardonné, qui sommes-nous pour juger? Sophie alla voir Julien. « Je suis prête à faire ce que toi et Léa jugerez bon. Si vous voulez que je disparaisse, je disparaîtrai. Si vous voulez que je sois là, je serai là. Mais maintenant, je suis sobre. J'ai suivi un traitement. Je suis stable. » Il l'observa en silence. « Léa demande encore de tes nouvelles parfois, mais sans douleur, avec curiosité. Je ferai n'importe quoi pour défaire ce que j'ai causé. On ne peut pas le défaire, mais peut-être on peut faire différemment à partir de maintenant. » Ils convinrent qu'elle participerait petit à petit. Une visite rapide, une sortie accompagnée, sans se presser, sans promesse. Quand Sophie se présenta à l'école pour la première fois, Léa construisait une maison de poupées à l'atelier avec Julien. Elle la vit et se figea quelques secondes. Puis, elle dit simplement « Tu peux t'asseoir. Il y a un marteau pour 3. » La réaction fut sèche, mais ouverte. Assez pour que sa cousine comprenne que le pardon ne viendrait pas avec des mots, mais avec la cohabitation. Le même après-midi, la directrice de l'école les convoqua dans son bureau. L'académie a approuvé le projet pilote de menuiserie. Et de plus, le projet fera partie du programme expérimental du réseau municipal. Tout a commencé avec vous deux.
Julien sourit, ne sachant comment cacher sa fierté. « Je voulais juste lui apprendre à planter un clou sans se blesser. »« Et vous avez réussi, » répondit la directrice. « Mais vous avez fini par apprendre à une foule d'adultes ce que signifie la présence. » Quelques jours plus tard, l'assistante sociale des services sociaux, qui suivait discrètement l'affaire depuis le début, fit une dernière visite. « Nous clôturons le suivi formel aujourd'hui, monsieur Moreau. Et sincèrement, ce fut l'un des cas les plus difficiles que j'ai jamais vus, et aussi l'un des plus beaux à suivre jusqu'au bout. » Julien la remercia. « Je ne sais toujours pas si je fais tout correctement. Personne ne le sait. Mais ce qui compte, c'est que vous agissez et que vous êtes là. Au marché, à la boulangerie, les gens l'appelaient maintenant par son nom. Beaucoup disaient « félicitations ». D'autres souriaient simplement avec respect. Le jugement qui l'avait suivi les premières semaines semblait s'être transformé en admiration, et cela dérangeait Julien, non par orgueil, mais parce qu'il savait que derrière les éloges, il y en avait d'autres comme lui, d'autres pères, d'autres mères, d'autres enfants invisibles encore piégés dans le noir, sans secours. C'est alors qu'il eut une idée. Il parla à la directrice, puis au centre social, puis à un ami du temps de l'armée qui avait aussi des enfants. Et le projet Présence est né. Des ateliers de menuiserie pour parents et enfants, des rencontres mensuelles pour les familles en reconstruction, des groupes de parole sur la paternité active, des cours gratuits sur le soin émotionnel. Lors de la première rencontre officielle, plus de 20 familles se présentèrent. Certains pères avec leurs enfants par la main, d'autres seuls, les yeux pleins de doutes et de l'envie de faire différemment. Julien monta sur la scène improvisée et dit « Je ne suis pas psychologue, ni professeur. Je suis juste un père qui est revenu et qui a trouvé sa fille avec la faim et le silence à la place de l'enfance. Et depuis, ma mission a été d'apprendre à rester. » Applaudissements timides, regard ferme, émotion dans l'air. Après la rencontre, une femme s'approcha avec un petit garçon. « Vous pensez qu'il est encore temps pour moi ?» Julien regarda le garçon qui tripotait distraitement un morceau de papier de verre. « S'il vous appelle encore maman, il est temps, et même s'il ne le fait pas, recommencez à zéro, mais recommencez. » Ce soir-là, à la maison, Léa posa un papier sur la table de la cuisine. « C'est une idée pour notre prochain projet. » Julien le déplia et lut. « On fait une bibliothèque, je veux avoir des histoires près de moi. » Il regarda sa fille. « On peut construire autant d'histoires que tu veux. » Et au fond de lui, il le savait. Maintenant, le monde ne voyait plus Léa comme la fille aux croquettes. Elle était la fille qui avait appris à un ancien soldat à rester. Et lui, l'homme qui avait troqué la guerre du monde contre la paix de la maison. Julien a appris que les héros ne portent pas de cape, ni d'uniforme. Ils portent la patience. Lui, qui avait passé des années à s'entraîner pour résister à la douleur, a réalisé que le plus grand défi ne se trouvait pas sur le champ de bataille, mais dans la cuisine de sa maison, face à un enfant qui avait besoin d'affection et de constance. La leçon est venue par couches. D'abord, il a compris que la présence n'est pas seulement le fait d'être physiquement dans le même espace, c'est écouter quand l'autre ne sait pas comment parler. C'est voir même dans le silence. C'est remarquer quand l'assiette est pleine, mais que le cœur est vide. Ensuite, il a compris quelque chose d'encore plus difficile, que la culpabilité ne guérit personne. Il aurait pu se blâmer éternellement d'être parti, de ne pas avoir vu les signes, d'avoir trop fait confiance. Mais la culpabilité est un endroit confortable pour ceux qui ne veulent pas agir. Le vrai repentir n'a de sens que s'il se transforme en action. C'est là qu'il a choisi de troquer le remords contre l'action, les larmes cachées contre l'écoute active, la peur de se tromper contre la tentative réelle. Avec Léa, il a appris le langage du temps. Le temps de ne pas forcer un câlin, le temps de respecter le silence, le temps de rire doucement. Elle lui a appris que reconstruire une relation, ce n'est pas demander pardon une fois. C'est le demander par des gestes, tous les jours. Et peut-être que la plus grande de toutes les leçons a été celle-ci, que l'amour d'un enfant est une chance rare et fragile. Mais lorsqu'on en prend bien soin, cette chance refleurit. Aujourd'hui, Julien le sait, il n'a rien à prouver à personne. Il n'a pas besoin d'être le père de l'année. Il n'a pas besoin de répondre aux commentaires, ni aux regards de ceux qui jugent.
Ce dont il a besoin, c'est de continuer à être le papa qui est resté. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de ne pas abandonner. Et s'il y a une chose qu'il veut enseigner à sa fille, ce n'est pas à couper du bois ni à clouer correctement, c'est de lui montrer que même celui qui se trompe beaucoup peut apprendre à prendre soin, peut apprendre à mieux aimer, peut, par-dessus tout, réapprendre à être un refuge, parce que chaque enfant mérite de rentrer à la maison. Mais plus que ça, chaque enfant mérite que la maison l'attende. Des mois ont passé depuis ce premier dessin aux fenêtres fermées. Aujourd'hui, Léa se réveille tôt, choisit seule les vêtements qu'elle va porter et prépare son sac avec soin. Avant de partir, elle passe le doigt sur une petite plaque en bois accrochée à la porte de sa chambre. Ici vit le courage. C'est elle qui l'a écrite, au feutre bleu, après avoir surmonté sa peur de dormir seule. À l'école, elle est devenue une référence. Non pas pour être la fille de la vidéo, mais parce qu'elle aide ses camarades qui apprennent à lire et parce qu'elle est douée pour construire des choses. Son projet à la fête de la science, une petite bibliothèque fabriquée avec Julien. Titre, un espace pour grandir. Julien, de son côté, a été invité à donner une conférence lors d'un séminaire sur la paternité active. Il est arrivé en chemise simple, rasé de près, son vieux carnet de notes à la main. Il a raconté son histoire d'une voix ferme, mais les yeux embués. À la fin, un homme s'est levé et a dit « Moi aussi, j'ai laissé mon fils attendre. Merci de montrer qu'on peut revenir. » Sophie passe encore le mardi après-midi. Elle aide Léa avec ses devoirs, fait un gâteau, raconte des histoires du temps de l'école. La relation entre elles est encore prudente, mais elle existe. Léa l'appelle Tati. Et Sophie, même le cœur serré, accepte. Elle sait que regagner la confiance, ce n'est pas exiger une place, mais la mériter petit à petit. L'atelier de menuiserie a grandi. Il se déroule maintenant dans 3 écoles du quartier. Julien forme d'autres parents à enseigner à leurs enfants, et aussi à les écouter. Ici, personne ne vient pour tout faire parfaitement, dit-il. On vient pour se tromper ensemble, apprendre et rester. La maison où vit Léa a de nouveaux rideaux, une odeur de gâteau le dimanche, et un bruit d'outils au fond du jardin. Mais le plus grand signe de changement n'est pas dans le mobilier, il est dans les petits gestes. Comme le mot que Léa a laissé l'autre jour dans le carnet de son père, aujourd'hui, c'était juste une journée normale. Et c'est ce que je préfère, parce qu'après tant de peur, de faim et de silence, la plus grande victoire est de pouvoir appeler un jour ordinaire un foyer. Et Julien dort maintenant en paix, parce qu'il sait qu'il n'a pas seulement sauvé sa fille, il s'est sauvé lui-même de l'absence que le monde normalise si souvent. Et quand on lui demande ce qu'il fait aujourd'hui, il répond avec un petit sourire « Je suis menuisier de souvenirs et père tous les jours. » Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like ici. Cela nous montre que ça vaut la peine de continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? Je lis tout avec beaucoup d'attention et je tiens à répondre à ceux qui prennent un moment pour commenter. Si vous croyez au pouvoir des histoires qui transforment, abonnez-vous à la chaîne. On ne fait que commencer, et chaque nouvel abonnement est ce qui nous donne la force de continuer. Et attention, ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires à l'écran et continuez avec nous dans la prochaine vidéo.